Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Donc, cette semaine, un format un peu différent. On a la chance d'avoir une entrevue. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais ça vous présenter notre invité du jour. Alors, Jean-Denis Desbiens, bonjour! Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Ça va très bien, bien content de te recevoir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Tu es directeur du Québec pour Alpha Jeune. Parle-nous un peu de toi, Jean-Denis. Mon rôle au sein de l'équipe d'Alpha est conseiller principal pour la francophonie. Ce qui touche, dans le fond, toutes les églises et les responsables d'églises francophones des différentes régions. Donc, mon but à moi, c'est de leur apporter du soutien, les aider à découvrir les outils qu'Alpha a développés pour les aider à répondre à la mission d'évangélisation dans tous les contextes. Donc, c'est mon rôle au sein de l'équipe Alpha. Avant de faire Alpha, c'est un peu quoi ton parcours? T'as connu le Seigneur quand? T'es venu au ministère, de quelle façon? J'ai grandi au Québec. J'ai quitté le Québec en 2001 pour aller m'établir en Colombie-Britannique. C'est vraiment Dieu qui a orchestré, si on veut, qui a ouvert la voie pour que je puisse me rendre là-bas, où il m'appelait. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais vraiment en découverte, si on veut, là, du sens de ma propre vie dans cette saison-là de ma vie. Et c'est à peu près 1 an après mon arrivée en Colombie-Britannique que j'ai rencontré des chrétiens qui vivaient leur foi de façon pleine, vibrante, et qui m'ont vraiment accompagné, que Dieu a utilisé de façon puissante pour se révéler à moi, pour me faire comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai accepté cette bonne nouvelle-là, j'ai donné ma vie au Seigneur, et pas longtemps après, j'ai été appelé au ministère. J'ai senti l'appel au ministère, je l'ai digéré, si on veut, et j'y ai répondu, vraiment appuyé de mon église et tout ça. Et donc, je suis rentré au séminaire là-bas, Northwest Baptist Seminary, en Colombie-Britannique, qui fait partie de l'association évangélique baptiste là-bas. J'ai fait une formation pour œuvrer au sein de la jeunesse, auprès des jeunes, dans le fond, comme pasteur jeunesse. Donc, j'ai œuvré dans ce ministère-là auprès des jeunes et jeunes adultes pendant 10 ans, avant vraiment de sentir que notre saison dans ce ministère-là tirait à sa fin. On a ensuite, mon épouse et moi, répondu à l'appel de venir servir au Québec par la suite, depuis les 3 dernières années. Pour ceux qui le connaissent pas, peux-tu nous parler un peu d'Alpha? Donc, c'est quoi Alpha? Tu parles d'Alpha jeune. Y a-t-il un Alpha pas jeune? Parle-nous un peu pour ceux qui peut-être qui ne connaissent pas ou sont pas familiers avec le ministère. Absolument. La philosophie d'Alpha, dans le fond, c'est de servir l'Église locale, de développer des outils d'évangélisation. C'est un outil qui existe puis qui sort de l'Église anglicane, qui a été développé au niveau depuis les années 70, qui a été redéveloppé et développé vraiment pour aider toutes les églises, peu importe leur expression évangélique, pour vraiment répondre à la mission d'évangélisation. C'est un programme, c'est un outil qui aide les gens à explorer la foi en discussion, en conversation. Donc, c'est une série qui se développe sur 13 semaines et où est-ce que, encore une fois, les participants ont l'opportunité d'explorer tous les fondements de la foi chrétienne, mais de façon très ouverte, à travers une discussion vraiment respectueuse, si on veut, là, en respectant là où les gens en sont au niveau de leur foi, leur spiritualité, leur vision du monde. Donc, il y a différentes versions de cet outil-là. Donc, il y a un outil qui est la série Alpha conventionnelle, qui a été développé vraiment pour un programme de
tous âges, si on veut, mais il y a eu aussi au fil des années un besoin, une vision qui sort vraiment du Canada. Alpha est un organisme international, mais au Canada, Alpha Canada a développé une équipe et un outil, dans le fond, pour contextualiser cet outil-là, pour vraiment répondre aux besoins uniques des ados, donc de la jeunesse. Donc, c'est là qu'a pris naissance, si on veut. On a développé la série Alpha Jeune, qui est maintenant utilisée à l'international. Et j'ai eu la chance de faire un parcours Alpha Jeune au début des années 2000, fin années 90, début 2000. Et j'ai vu la nouvelle version. Je suis vraiment impressionné par cette nouvelle version que vous avez faite. Et pour quelqu'un qui travaille beaucoup dans le milieu d'édition et tout ça, puis qui voit souvent des mauvaises traductions passer ou des choses comme ça, je te dirais vraiment Alpha Jeune fait vraiment un excellent travail pour cette version francophone. Fait que je veux encourager, parce que des fois, les gens, je sais qu'à un moment donné, même on a décidé d'utiliser pas les vidéos à l'époque pour dire, ben non, on va utiliser le matériel et tout ça, mais vraiment, ces nouvelles versions, je veux vraiment encourager les gens à jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, un site web, je pense qu'ils peuvent aller voir les vidéos, s'informer aussi, s'ils veulent avoir une idée un peu de oui, absolument. Genre de trucs. Oui, absolument. Donc, le site web à visiter, c'est alphacanada.org. Juste d'être... quand vous allez atterrir sur le site web, il y a de fortes chances que vous atterrissiez sur la version anglaise du site web, la version anglophone du site web. Alors, soyez sûr de cliquer sur le petit onglet qui change les paramètres de notre site web pour faire une traduction en français. Et à partir de là, tous les outils qu'on offre dans le contexte de la francophonie vont apparaître et vont être accessibles, et vous allez pouvoir trouver plus d'informations à ce niveau-là. Mais s'il y a des notes ou peu importe au niveau de la publication du podcast ou de notre conversation, ça va me faire un plaisir de partager certains liens directs pour que les gens puissent vraiment accéder là, au matériel sans avoir à trop fouiller, là. Super, oui, on mettra ça dans les notes là, qui viennent avec le podcast. Peut-être avant de poser une autre question, peut-être une note pour nos auditeurs un peu. Tu parlais de la tradition anglicane. C'est une tradition qui est pratiquement inconnue là, du milieu francophone au Québec. Oui. Juste pour vous dire, parce que des fois, on a un peu peur que les anglicans ou Nicky Grumble qui a fondé Alpha, ça ressemble aux catholiques. Mais en fait, beaucoup des théologiens les plus évangéliques les plus influents du 20e siècle sont des anglicans. On pense à C.S. Lewis, à Alistair McGrath, à J.I. Packer, à John Stott. C'est juste pour dire aux éditeurs que effectivement, il y a une branche parfois de l'Église anglicane qui est libérale, mais il y a aussi une branche qui est très évangélique parmi nos meilleurs penseurs là, au 20e siècle. Oui, absolument. Puis c'est une merci d'apporter cette clarification-là. Je pense que ça, moi-même, tu sais, étant, comment je dirais, dans mon propre cheminement, parce que j'ai découvert Alpha, et la raison pour laquelle je me suis joint à l'équipe d'Alpha, c'est que j'ai utilisé l'outil moi-même dans mon propre parcours au ministère jeunesse pendant 10 ans en Colombie-Britannique. J'ai utilisé cet outil-là à plusieurs reprises, mais il a fallu que j'en fasse la découverte et il a fallu que je me réconcilie avec son origine, tout ça, dans un contexte évangéliste baptiste, moi-même, pour en faire une utilisation pleine et non pas, tu sais, comment je dirais ça, avec en bonne confiance, sachant que au niveau théologique et autres, c'est un outil, comment je dirais, qui ne me forcerait pas à faire des compromis au niveau théologique ou autre et créer de la confusion là au sein des étudiants que j'ai eu le privilège d'accompagner. Fait Alpha Jeune, dis-moi, JD, ça se passe particulièrement en église ou ça se passe, cégep, université? C'est quoi les places, en guillemets, que quelqu'un pourrait dire, mais j'aimerais ça partir un parcours Alpha? L'outil qui est Alpha a été développé pour être contextualisé à bien des niveaux. Donc, tu peux en faire l'utilisation dans n'importe quel contexte. Et on l'a vécu, je dirais, au cours des 2 dernières années. Ce qu'on a vu de plus en plus, c'est énormément de parcours où on voit une belle créativité au niveau de où sont offerts les parcours Alpha.
surtout en ligne, je pense que les parcours alpha se sont de plus en plus personnalisés. Donc, les gens se sont tournés vers cet outil-là, alors que les gens se questionnaient. C'est une belle opportunité d'évangélisation présentement. Ce qu'on a vécu, je dirais, au cours des 2 dernières années, font que les gens se questionnent sur le sens de la vie de plus en plus. Donc, ce qu'on a vu, c'est des gens offrir des parcours alpha pour beau-frère, belle-sœur, voisins, compagnons de travail, peu importe. Puis, on fait ça vraiment personnel, en petits groupes. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment cool de voir ça. Au niveau de la série Alpha Jeune, moi, la plus belle opportunité de cet outil-là, c'est que j'ai eu le privilège d'accompagner des étudiants qui ont offert un parcours à Alpha dans leur sous-sol pour leurs amis. Ou sur l'heure du dîner à l'école, tout dépendamment de l'école, tout dépendamment du contexte. Tu sais, si je sais que dans plusieurs écoles, comment je dirais, c'est mal vu d'utiliser un outil d'évangélisation comment je dirais, en milieu scolaire. Tout dépendamment du contexte, en école privée, tout ça, il y a plus de flexibilité, mais bref, donc on peut voir, là, on voit que c'est très possible d'utiliser cet outil-là dans n'importe quel contexte et de vraiment d'aller d'explorer la foi avec les gens de façon super accessible. Parle-nous un peu d'une rencontre en particulier, ça aurait l'air de quoi? Puis peut-être même en ayant en tête un animateur, quelqu'un qui aimerait ça l'organiser, ça va lui demander quoi un peu comme démarche? Donc, une rencontre typique, il y a 3 éléments qu'on invite les gens vraiment à utiliser comme étant une recette pour les rencontres alpha. C'est mangeons ensemble, donc prenons un repas ensemble. On casse la croûte, on s'assoit, on prend le temps de vraiment de tisser des liens puis de rendre ça le plus relationnel possible. Et on comprend qu'en ligne, c'est une autre dynamique. Si vous voulez offrir un parcours alpha en ligne, de se regarder manger en ligne, c'est pas vraiment plaisant. Donc, de remplacer la composante du repas par vraiment rendre ça plaisant, dynamique, un aspect de détente. Donc, l'hospitalité se vit autrement en ligne et on remplace, je pense, la nourriture par juste le plaisir, juste de vraiment rendre la rencontre le fun. De trouver moyen d'insérer peut-être une activité prise-glace, peu importe, à chaque rencontre qui va faire que, on détend l'atmosphère, puis on peut s'ouvrir un petit peu plus aisément ou naturellement. Donc, hospitalité, repas ou autre. Visionnement du contenu. Donc, les vidéos durent environ 20 à 25 minutes, tout dépendamment du thème, à chaque semaine. Et ensuite, une discussion. Donc, il y a du matériel de discussion qui est déjà développé. Les questions sont déjà là et sont prêtes pour chaque animateur pour vraiment passer à travers ou explorer, approfondir le sujet à chaque semaine avec certaines questions. Donc, une rencontre typique dure environ, tout dépendamment, en ligne ou en personne, 90 minutes à 2 heures. Et en ligne, environ 60 minutes, je dirais, là, à prévoir pour chaque rencontre. Est-ce que tu dirais même que ça pourrait être utile pour les groupes de jeunes de l'essayer, d'en faire une première version ensemble, puis de voir un peu qu'est-ce que c'est, puis après ça d'en faire d'autres où ils invitent leurs amis, ou est-ce que ça serait quelque chose un modèle qui peut fonctionner? Oui, absolument. C'est sûr que c'est un gros investissement. Tu sais, on se dit, Alpha est gratuit. Donc, d'avoir accès à tout le matériel, c'est gratuit. Ça, il n'y a aucun problème. On ne charge rien du tout. Vous pouvez accéder à tout le matériel de façon numérique gratuitement. Les questions, des affiches que vous pouvez modifier pour en faire la promotion de votre parcours, peu importe, sur les réseaux sociaux et autres. Donc, tout est gratuit. Mais l'investissement vraiment du parcours alpha, c'est le temps. C'est de s'investir à environ, tout dépendamment, un parcours alpha jeune peut prendre 9 à 10 semaines si on inclut la retraite ou non. C'est un investissement de soutenir cet accompagnement-là pendant 10 semaines avec les participants. Donc,
ce que j'invite les gens vraiment à compter ou à évaluer, c'est le coût de cet investissement-là. Est-ce que vous voulez le faire pendant 10 semaines ensemble et vous impliquer, puis faire une session complète ensemble avant de vous lancer à inviter les gens avec vous? Bien souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il se vit un épuisement en cours de route quand les gens utilisent vraiment cette formule-là, où est-ce qu'il semble que faut qu'on couvre tout le matériel ensemble avant de se lancer dans l'aventure. Donc, je dirais, on a développé vraiment des ateliers de formation, des vidéos de formation qui sont vraiment bien tissées, bien montées pour aider les gens à comprendre les différents aspects de comment bien animer la discussion, comment planifier vos rencontres, tout ça. Donc, je dirais que c'est vraiment important de bien se familiariser avec le contenu avant de l'explorer avec vos amis, genre. Donc, de faire peut-être de planifier 20 minutes pour visionner le vidéo avant de le visionner en groupe, pour vraiment être familier avec le contenu, mais avoir à faire le parcours en entier avant d'inviter les gens à y participer, je suis pas sûr que c'est la meilleure façon là, de planifier. Fait qu'ils le font en groupe de jeunes puis ils invitent déjà leurs amis. C'est ça, absolument, absolument. Parce que il y a aussi cet aspect-là de ce que j'ai vécu, moi, c'est auprès juste des étudiants qui ont offert un parcours alpha pour leurs amis. C'est qu'il y a un aspect, ça fait tomber tellement de barrières de découvrir puis d'explorer du contenu live ensemble. Ça, on est sur le même pied d'égalité, on fait ça ensemble. Tu sais, c'est pas « Hey, mon église fait alpha, viens faire alpha », c'est « Hey, tu veux-tu faire... Pourquoi on fait pas alpha ensemble? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ensemble? Tu sais, viens, je t'accompagne, on fait ça ensemble. Tu me connais, on a confiance l'un en l'autre, on va faire ça ensemble. » Tu sais, fait que ça fait tomber tellement de barrières, puis ça rend ça vraiment plus accessible, puis comment je dirais ça, ça nous donne un cadre relationnel où est-ce qu'on est sur le même pied d'égalité, puis on découvre, si on veut, le thème à chaque semaine ensemble, puis on l'explore de façon ouverte, peu importe là où est-ce qu'on en est, peu importe notre vision du monde. Super. Écoute, je nous change un peu de sujet, mais on va pas trop loin. Alpha a collaboré avec un groupe d'études qui s'appelle Barna, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissez, sur une étude sur le thème de relancer l'évangélisation dans la prochaine génération. Dis-moi, qu'est-ce qui vous a mené à... en fait, c'est quoi la relation d'Alpha avec cette étude-là? Parle-nous un peu, puis vous venez de sortir un peu les résultats. Si tu me donnes un peu d'introduction là au contexte de cette étude-là. Ben absolument. Écoute, comme je disais plus tôt, la mission d'Alpha, c'est de développer des outils d'évangélisation pour l'Église. Dans le fond, nous ne sommes pas l'Église, nous sommes là pour être au service de l'Église locale dans toutes ses expressions, pour répondre à la mission d'évangélisation. Ce qu'on évalue présentement de différents points, puis on a entendu des gens comme Ed Stetzer, on a entendu des gens comme bien d'autres, comment je dirais, penseurs, théologiens, qui font une lecture un petit peu du moment qu'on traverse présentement au niveau international, puis se disent que c'est une opportunité d'évangélisation comme on l'a jamais vécu. C'est un moment qu'on traverse présentement où est-ce que les gens se questionnent plus que jamais sur le sens de la vie. Donc, nous, on a voulu être bon intendant de ce moment-là et de répondre un petit peu à notre mission, notre vision, puis on voulait aider la prochaine génération à comprendre et à démystifier un petit peu l'évangélisation et la relancer au sein de cette génération-là qui a vraiment, au niveau d'une lecture purement sociologique, on voit que la génération Z et les milléniaux désirent avoir un impact. On se désire là, on a une passion d'avoir un impact sur la société, sur leur vie, un impact positif. Ils veulent influencer les choses, ils veulent faire changer les choses. Donc, on voulait les aider, les jeunes chrétiens, les gens de cette génération-là qui ont une identité en Christ, à répondre à la mission d'évangélisation, à s'engager là-dedans.
Donc, c'est pour ça qu'on a développé le projet de l'étude et notre partenariat avec l'Institut Barna. Et on a vraiment une belle entente, une belle relation de collaboration avec cet institut-là, qui est un institut de recherche très réputée, très sérieuse, qui prend vraiment à cœur sa mission, sa vision et qui en fait une exécution exemplaire. Vraiment, tout ce qui développe au niveau des États-Unis et de l'Amérique du Nord est vraiment vient vraiment bien servir les églises au cours des 10-15 dernières années et plus. Donc, on voulait, on les a approchés avec ce projet-là à l'échelle canadienne et ils ont été emballés. Ils se sont vraiment bien investis dedans et ont livré un très bel outil pour l'Église, je pense, qui pourrait vraiment les aider. Donc, les données sont 100% canadiennes dans le contexte de cette étude-là? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont approché, ils ont distribué un sondage, ils ont interviewé 1200 jeunes de 13 à 18 ans à l'échelle du pays pour dans le fond, vraiment partager les statistiques. Donc, c'est l'échantillon qu'ils ont approché, qu'ils ont utilisé pour conduire l'étude. Et dans ce que je comprends pour avoir passé un peu au travers l'étude, c'est pas juste des chrétiens qui ont posé des questions. Ils ont aussi été à sonder des gens qui... C'est ça. C'est ça, absolument. Donc, ils ont été... ce qu'ils voulaient, c'est vraiment comprendre. C'est sûr que le but de l'étude était vraiment toujours de bien comprendre comment bien accompagner les jeunes chrétiens dans leur stratégie et comment bien répondre à la mission d'évangélisation à ce niveau-là. Mais on voulait aussi aider les jeunes chrétiens à comprendre comment bien entreprendre ça en faisant une bonne lecture, une bonne compréhension des valeurs de leur propre génération à l'échelle globale. Donc, oui, c'est ça. Il y a des jeunes chrétiens et non chrétiens qui ont été approchés, qui ont répondu au sondage. Tu parles de 13 à 18 ans, on parle parfois de génération Z, tu l'as mentionné tout à l'heure, Gen Z aussi, comme pour les intimes. Peux-tu décrire un peu, parce que pour plusieurs, là, des fois, XYZ, c'est quoi, c'est un peu mélangeant tout ça. C'est quoi cette génération Z? Peux-tu la décrire un peu peut-être aussi? Donc, la génération Z, de quelle façon est-ce qu'on la comprend, est-ce qu'on la décrit? Il y a différentes, je dirais, il y a différents, au niveau sociologique, il y a différents outils qui ont été utilisés pour décrire cette génération-là, pour essayer de la comprendre et bien de l'accompagner. Donc, au niveau de la tranche d'âge, comme je disais, il ne semble pas y avoir de consensus clair à savoir exactement quand est-ce qu'elle débute et quand est-ce qu'elle termine. Mais présentement, pour aider les gens vraiment à comprendre qui se situe dans cette génération-là présentement, on parle, surtout au niveau du contexte du Québec, on parle des adolescents, genre au niveau du secondaire, donc les étudiants d'âge secondaire jusqu'au, je dirais, la première année du cégep. Donc, de 13 à 18, 19 ans, c'est cette tranche d'âge-là, c'est cette génération-là qu'on identifie comme étant la génération Z. Donc, certaines des caractéristiques de la génération Z, je pense que à mesure qu'on l'observe puis qu'on essaie vraiment de la comprendre, de comprendre ses valeurs, c'est une génération vraiment, c'est la génération la plus, comment je dirais, qui a le plus grand accès à la technologie et comment je dirais, que la technologie influence le plus. Donc, il y a vraiment
la valeur, la technologie a énormément de valeur au sein de cette génération-là. On le sait tous, puis ce n'est pas seulement de façon négative à dire, ils sont tous nés avec une tablette dans les mains, puis ils veulent juste, ils vivent à travers leurs écrans, puis il y a juste les écrans, il y a juste les écrans. Ce n'est pas vrai de façon, je pense, au sens large. Je pense qu'on peut pas juste identifier cette génération-là juste par cette caractéristique-là. C'est une génération qui, encore une fois, qui veut avoir un impact, comme la génération qui les précède, donc les milléniaux, a vraiment ce désir-là d'avoir un impact sur la société et qui, je dirais, qui veut avoir un impact, mais qui a énormément besoin d'accompagnement. Qui a besoin de comprendre vraiment comment vivre cet impact-là, qui est très ouvert et qui cherche beaucoup plus, je dirais, que d'autres générations, le consensus. Donc, une chose qui ressort vraiment, pas juste le consensus, mais l'harmonie. Une chose qui ressort beaucoup de l'étude aussi, c'est que juste au niveau de l'évangélisation, en ce qui concerne l'évangélisation, pour vraiment tirer quelque chose, un point important de l'étude, c'est que le but ultime de toute conversation d'évangélisation pour les membres de la génération Z, c'est de mieux se comprendre. C'est d'avoir l'opportunité d'apprendre à se connaître et à se comprendre pour pouvoir mieux vivre en harmonie. Ce n'est pas de te convaincre. Mon but dans l'évangélisation, ce n'est pas de te convaincre puis de changer ta vision des choses. C'est que tu me comprennes et que je sois en mesure de mieux te comprendre pour qu'on puisse mieux vivre ensemble en harmonie. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment important. On pourrait dire ici que le cours d'éthique et culture religieuse a réussi son intention, son objectif. C'était un des buts quand même du cours, de dire, on veut comprendre les autres, mieux se comprendre, vivre dans une société harmonieuse. Fait que je pense que les valeurs que tu décris là, peut-être décrit particulièrement, là, qu'est-ce que... j'ai eu la chance d'enseigner secondaire 4 et 5, là, entre autres, en éthique et culture religieuse. Fait que c'est quand même intéressant c'est ça, tout le monde personne n'a tort, tout le monde a raison dans le contexte où on veut se comprendre culturellement. Mais fait que c'est intéressant que tu mentionnes. D'autres choses que tu aimerais mentionner sur la génération Z pour nous aider à la comprendre? C'est ça. Je pense que c'est une génération qui de façon un petit peu plus... Je pense qu'un défi de cette génération-là, c'est l'engagement. C'est de s'engager je dirais, à un projet, que ce soit à s'engager de façon pleine, que ce soit à vivre leur identité ou à accomplir de grands défis. C'est pour ça que je disais que selon moi, c'est une génération qui a besoin énormément d'accompagnement, qui a besoin d'inspiration, qui a besoin d'être bien accompagné. Puis je pense que ça représente une belle opportunité de collaboration intergénérationnelle, où on voit la génération, les milléniaux, la génération X et même les boomers qui sont là puis qui ont beaucoup à offrir, mais qui n'ont pas nécessairement l'énergie pour accomplir certaines initiatives. On a une génération ici, une génération Z qui désire faire un impact, qui ne sait pas nécessairement comment s'y prendre, qui a la difficulté un petit peu à s'engager. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité d'accompagnement puis d'investissement pour voir de belles choses s'établir. Puis ça cadre vraiment avec ce que moi, avec mon expérience d'accompagnement avec ces générations-là dans le contexte du ministère auprès des jeunes. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai vécu. Puis ils sont... encore une fois, sont très ouverts parce qu'ils cherchent l'harmonie de façon naturelle. Ça a été vraiment tissé vraiment de façon profonde dans leur identité. Donc, ils sont très ouverts et respectueux de façon générale parce que, encore une fois, l'harmonie est très importante.
Dis-moi, peux-tu nous donner quelques grandes lignes que tu retiens ou que vous retenez en tant qu'alpha de l'étude? Donc, si on va inviter et les gens, l'étude est disponible. On mettra aussi les notes là, en anglais, en français, je ne me trompe pas. On pourra mettre les notes pour que les gens puissent aller la lire. On pourra mettre aussi, Oui. vous avez fait un webinaire de lancement avec un panel de discussion autour de l'étude. On pourra aussi mettre ça dans les notes. Mais je serais curieux. Donc, si tu avais à dire les grandes lignes un peu de qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette étude-là sur comment est-ce que on relance l'évangélisation, comment ils perçoivent l'évangélisation, comment ils vivent cette idée-là de partager ma foi. Donc, je te laisse lousse. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les grandes lignes de cette étude? Bien, il y a différents aspects. Le premier aspect, c'est, comme je l'ai déjà partagé, vraiment l'attitude, la perception de l'évangélisation au sein de la génération Z et l'harmonie. C'est ce qu'on cherche. Si on cherche à se comprendre, on ne cherche pas à convaincre l'autre. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Je pense qu'on se doit de bien comprendre pour bien accompagner la génération Z dans cette à répondre à la mission d'évangélisation. C'est que et je pense qu'il faut suspendre tout jugement à ce niveau-là. Je pense que même moi, tu sais, j'entends ça, je vois ça, puis je fais, ça veut dire qu'ils croient pas. Ils voient pas l'importance de partager leur foi puis de voir leurs amis vraiment comprendre, accepter la bonne nouvelle puis répondre à ça puis voir Dieu transformer leur vie. Ils voient pas ça comme étant positif. Ça n'est pas ça du tout. C'est juste que il faut tout l'aspect de l'engagement, tout l'aspect de bien comprendre la bonne nouvelle. Ils ont besoin de bien la comprendre pour bien la partager. Et vraiment, mais pas de façon, encore une fois, à mieux se découvrir puis à mieux vivre en harmonie. C'est ce qu'ils recherchent, je dirais, là, qui va être le meilleur dénouement possible de toute initiative d'évangélisation pour la génération Z, c'est de se comprendre puis de vivre en harmonie. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut bien comprendre pour bien les accompagner. L'autre aspect qui ressort de la recherche puis qui est vraiment important, c'est que on a tendance à dire que ce qui découle de ça, c'est qu'au niveau affectif, au niveau émotionnel, l'aspect de partager sa foi, on se dit, ils sont pas intéressés, ils sont stressés, ils doivent pas, tu sais, tout l'aspect l'impact émotionnel d'avoir ces conversations-là profondes doit être négatif. Ce qui est tout à fait faux, ce qui ressort de l'étude, c'est qu'ils ont une perception positive à avoir des conversations profondes. Des conversations d'impact, des conversations importantes sur le sens de la vie. Ils voient ça comme étant une activité ou un engagement positif. Donc, ça, c'est très intéressant de voir que, tu sais, même de les aider, il y a certaines questions qui les ont aidés à se projeter, si on veut, dans ces situations-là. Mettons que, si tu allais avoir une conversation sur ta foi avec tes amis, te sentirais-tu anxieux, te sentirais-tu à l'aise, te sentirais-tu en paix? Puis toutes les... ce qui ressort de ça, ce sont une réponse émotionnelle très positive à ces conversations-là. Fait que ça, c'est vraiment encourageant. Et il y a l'aspect aussi de la perception de leur propre formation. Est-ce qu'ils sont outillés, est-ce qu'ils se sentent outillés et aptes à entreprendre ces conversations-là? De façon très honnête, ils le disent. Je pense que il y a un très bas pourcentage, je dirais 16% des répondants chrétiens qui se sont dit bien outillés à entreprendre ces conversations-là. Donc, ce que ça représente, puis ce qui est important de comprendre de cet aspect-là, c'est qu'on a, je pense que ça, si, mettons que moi, en tant que responsable jeunesse, si j'œuvrais au sein d'un ministère jeunesse présentement, bénévole rémunéré ou autre, ce que je perçois là, c'est que je dois investir de façon claire et intentionnelle à former
mes jeunes chrétiens qui ont une identité en Christ solide à bien répondre à la mission d'évangélisation, à bien comprendre comment partager sa foi, comment bien approcher ses amis et vraiment de rendre d'enlever les barrières. Mon but, là, présentement, si j'étais au ministère jeunesse, ce serait d'enlever le plus de barrières possible, puis d'encourager, d'accompagner les jeunes à répondre à cette mission d'évangélisation-là. C'est intéressant, on est dans un parcours de cours de baptême actuellement à l'église, puis j'ai bâti comme 5 questions pour les accompagner un peu à former leur propre témoignage. Puis, une question, c'est qu'est-ce que le message de l'Évangile dans tes mots? 2, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que peut-être qu'il n'y a rien. Aussi avec le contexte, des fois, que quand c'est des chrétiens ou des jeunes, des enfants qui sont dans le milieu chrétien, t'as pas un changement radical, qui sont pas, on peut passer de pusher de drogue ou de ou de hitman dans les Hells Angels, en guillemets, dans un milieu chrétien toute leur vie. Fait qu'on relativise ça, mais quand même, qu'est-ce qui a changé? Et une de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu dirais à un de tes amis? Pourquoi est-ce qu'un de tes amis devrait devenir chrétien? Tu sais, en ses propres mots, d'amener la personne à réaliser, de dire, ce serait quoi? Pourquoi est-ce que je voudrais que mes amis deviennent chrétiens? Puis ça fait comme réaliser un peu l'impact que ça a dans leur propre vie. Parce que des fois, la réalité, c'est que le christianisme peut être culturel, peut être notre façon de faire. Puis la réalité, c'est que pour plusieurs d'entre eux, sont pas convaincus justement que... En fait, puis c'est vrai des adultes aussi, là. Elles sont pas nécessairement convaincus que c'est une bonne chose pour eux, mais c'est peut-être pas une bonne chose pour les autres, mais réalisant pas que c'est un christianisme qui est des fois un peu tristounet, là. Je veux dire, si c'est pas quelque chose que tu peux partager ou que c'est tellement le centre de la vie que si t'es pas capable ou si tu penses que tu devrais pas le partager avec quelqu'un, c'est quand même un défi là intéressant. Je pense un peu une question on avait un peu plus loin là, dans notre liste, là, mais 44% des jeunes chrétiens dans l'étude de Gen Z va voir comme malvenu, c'est le mot utilisé dans l'étude, de présenter sa foi dans le but de convertir l'autre. Ça aurait pu être une bonne question à se poser, mais donc c'est quand même tout un défi quand la moitié, pratiquement la moitié, près de 50%, là, disent c'est pas une bonne chose de tenter d'amener quelqu'un d'autre à changer d'idée. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter? Est-ce que d'autres aspects dans l'étude qui amènent à garder ça peut-être un peu ou qui amènent une balance ou une tension dans ça? Ou comment on gère ça avec l'idée qu'on a un mandat de partager puis de convaincre? C'est l'apôtre Paul qui va dire, tu sais, j'ai tenté de convaincre les Juifs que Jésus était le Messie, par exemple. Je pense que il y a une chose qui est un aspect que j'ai pas mentionné plus tôt, tu sais, dans la réponse à ma question, puis qui me revient en tête au sein de la génération Z, c'est que les actions parlent plus fortes que les mots. Donc, la nuance à apporter à ce niveau-là, c'est que ce qu'ils veulent voir, encore une fois, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est d'être compris. Puis c'est de faire en sorte que ce qu'ils veulent voir, l'authenticité est très, très importante, est une valeur très importante au sein de cette génération-là. Donc, par-dessus tout, ce qu'ils veulent projeter et la façon dont ils veulent être compris, c'est que s'ils ont la foi, ils veulent que leur foi soit perçue comme étant authentique. Et le but, essentiellement, n'est pas de convaincre la personne de les faire changer d'idée, mais de les inspirer. Donc, il y a cet aspect-là qui est très, très important. Donc, ils sont prêts à s'engager eux-mêmes, à vivre leur foi de façon authentique, sachant très bien que c'est la façon dans laquelle ils auront l'opportunité d'inspirer leurs proches à vouloir eux-mêmes y répondre de façon pleine, authentique et individuelle, sans être convaincus, mais inspirés. Donc, il y a cet aspect-là
qui est très important, à aider, à accompagner les jeunes à bien mettre en place. Donc, comment est-ce qu'on aide les jeunes à bien vivre leur mission d'évangélisation? C'est de développer le plus possible une foi qui est authentique, qui est bien définie, qui est au cœur de leur identité, puis qui se transmet non seulement par une connaissance et du savoir, mais des actions. Donc, c'est de cette façon-là qu'on les accompagne et qu'on les aide vraiment à se dire, tu sais, à répondre, je dirais, à la mission d'évangélisation. Donc, je pense que c'est vraiment un point intéressant. Ça va se demander, je vais le mijoter pendant un bout de temps, là. Ouais. Mais je pense que même pour les adultes, c'est un point intéressant dans ce sens où on a souvent vu l'évangélisation comme un match ou un débat à gagner. Je veux dire, tu sais, sans le vouloir dire comme ça, là, je vais te planter avec mes arguments. Puis mon but, c'est pas nécessairement... Tu n'auras peut-être pas chrétien à la fin, mais au moins tu vas être comme speechless, là, tu vas être comme estomaqué, tu ne sauras plus quoi répondre. Puis il y a une partie, ça, je vais te boucher. On va rentrer dans l'arène philosophique, là, puis on va débattre, puis à la fin, ben, je vais avoir gagné parce que tu n'auras plus d'arguments. Là, tu pourras plus... Ouais. Tu sais, cet aspect-là, je pense... Tu n'auras pas d'autre choix que de capituler. Capituler, t'abandonner. Sauf que la réalité, c'est que y a très peu de gens qui ont jamais perdu un argument de façon solide, puis que tout de suite après se sont dit ben oui, tu sais. des fois oui, mais c'est rare. Tu sais, c'est pas. Fait que d'avoir une attitude confrontationnelle où il y a toujours le nous versus eux. Je pense que ce que j'apprécie de cette réflexion-là, de l'étude ou des Gen Z, c'est de dire je veux vraiment comprendre l'autre. Tu sais, il y a une partie d'aimer l'autre. Peu importe, puis aimer, c'est François d'Assise. C'est comprendre avant d'être compris. C'était vraiment un des principes qui avançait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici dans l'évangélisation. J'aime beaucoup la notion d'inspiration aussi, de dire est-ce que j'ai un christianisme qui donne le goût, à l'autre de devenir un disciple de Jésus? Parce que veut pas, dans le monde où on est, le christianisme a souvent une mauvaise presse. On est contre toutes les choses que l'on est, particulièrement dernièrement où la culture a décidé que les christianistes étaient out au point de vue de ses valeurs puis de ces choses-là, de se rendre compte que les chrétiens sont pas cet épouvantail que un peu les médias mettent de l'avant. Je pense que effectivement, regarde, je réfléchis en parlant, là, mais je pense que c'est vraiment intéressant comme point. Mais écoute, juste pour je veux pas qu'on se perde trop dans dans cette bifurcation-là, mais tu sais, il y a l'aspect de... Moi, ça me fait rire à chaque fois que j'entends « Ah, le christianisme, c'est out, les valeurs judéo-chrétiennes sont out, sont tellement... » Tu sais, ça demeure quand même le fondement de notre société. Ça va toujours et ça va continuer à demeurer le fondement de notre société. Ce sont ces valeurs-là judéo-chrétiennes. On veut vivre dans le royaume sans le roi. On a ce désir-là de vivre dans le royaume en tant que société. Notre projet de société, c'est de continuer à faire je dirais, de façon, tu sais, puis oui, ça va beaucoup trop loin, là, tout l'aspect de comment je dirais, la contextualisation ou le raffinement de ces valeurs-là, tout ça en tant que société, notre projet de société est ce qu'il est, mais on veut quand même vivre ces valeurs-là, les beaux aspects du royaume, mais sans le roi, sans avoir à répondre au roi, sans avoir comment je dirais, là, à lui donner son autorité. Mais on est beaucoup plus... on a beaucoup plus en commun que ce qu'on on s'imagine. Je crois. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus de terrain d'entente qu'on l'imagine. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, puis ce qu'on voit dans l'étude, c'est deux réflexions qui viennent. Un, ça me fait penser pourquoi est-ce que ces fameuses micro-agressions qu'on entend souvent sont peut-être vues comme amplifiées. Tu sais, dire, ouais, il y a quelqu'un qui me respecte pas, il y a quelqu'un qui me comprend pas, ou ils se sentent comme fâchés ou indignés quand ils se sentent incompris, ou ils se sentent
confrontés jusqu'à un certain point. Je pense que c'est insultant. Si tu te mets dans leur contexte de dire, ben moi je veux comprendre, puis toi tu pif, Ouais. tu me frappes avec tes valeurs. Fait que ça, je pense que c'est un point intéressant. Mais la deuxième, c'est j'ai travaillé sur, il est probablement sorti déjà au moment où cette entrevue va sortir, mais j'ai fait un podcast sur la situation de la guerre en Ukraine, avec un peu un Ouais. clin d'œil québécois. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, mais la réflexion du podcast est de dire combien est-ce que la guerre en Ukraine va confronter d'une certaine manière cette génération, particulièrement, je pense, Gen Z, jusqu'à un certain Ouais. point, parce que tout d'un coup, ta minute, là, on peut pas tout être amis, tu sais, c'est cette vision un peu canadienne, tu sais, tout le monde est gentil, si on s'assoit, on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'entendre avec M. Poutine, hein. Mhm. Tu sais, même dans le temps où McCain, tu sais, on aurait pu être un Poutine-McCain ensemble, là, si M. McCain Ouais, était ouais, devenu ouais, ouais. président à l'époque, mais tu sais, assisons-nous, on va discuter, on est capable d'être civilisé avec tu sais, et ça met comme littéralement une bombe, je pense, dans une vision du monde non confrontationnelle du tout. Puis là, de se rendre compte que oh boy, fait que je pense que ça sera intéressant de voir l'impact il y avait déjà des articles dans le journal, mais l'impact de la guerre en Ukraine puis de cette réalisation. On ne sait pas si on s'en va vers une troisième guerre mondiale ou pas. Et il y a une possibilité, mais de voir comment est-ce que ça va avoir un impact. Tu sais, la pandémie, qu'on ne sait pas encore exactement c'est l'impact long terme qu'il va avoir sur Gen Z, mais et plus la guerre, ta minute, ça change la dynamique de comment je vois le monde. Le monde n'est pas aussi utopique que qu'est-ce que j'aurais voulu le penser jusqu'à un certain point. Ouais, mais je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai pour cette génération-là, mais c'est vrai aussi pour la mienne. Tu sais, là, j'ai des conversations avec des amis au cours des dernières semaines, puis ce qui ressort, ce que j'entends le plus de chrétiens non chrétiens, de façon générale, c'est, je l'entends à tous les niveaux, c'est, j'avais jamais pensé qu'on allait vivre, qu'on allait voir un conflit armé comme ça se développer. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je me tiens avec des naïfs qui, puis qu'on sait pas, là, mais, mais j'entends ça régulièrement. J'avais jamais pensé qu'on allait voir un conflit en Europe, Mm. conflit militaire armé, là, vraiment, là, une guerre se dérouler de mon vivant. Que je pensais que c'était Mm. terminé, cette affaire-là, que, il y avait plus de accès à l'information, puis tout l'aspect de, on s'entraîne, on vient de passer globalement à travers de quelque chose de tellement difficile que l'esprit Mm. doit être à l'entraide, puis tout ça, puis tout d'un coup, on voit cette situation-là atroce se développer. Ça prend tout le monde, ça prend certaines personnes par surprise, pas tout le monde de façon générale, mais j'entends ça beaucoup, donc c'est intéressant de voir ça aussi. Mais je pense qu'il y a un ethnocentrisme tellement évident ici, dans le sens où on met beaucoup l'Occident, même le fait Mhm. d'affirmer, par exemple, Ouais. il n'y a pas de guerre ou de conflit armé. J'écoute, pour une bonne partie du monde qui vit dans un contexte de pauvreté extrême, ils Ah disent ouais. non, ça n'a jamais arrêté. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Mais, tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça, c'est ça. Ouais. fait que je pense que, tu sais, quand tu parles de naïveté, je pense que c'est un peu, on est un peu naïf dans ce Ouais. sens-là de dire, mais c'est juste nous qui est important. Si ça nous touche pas, Ouais. tu sais, je pense qu'on voit la même chose avec tu sais, je pense que les injustices, les inégalités, c'est vraiment quelque chose que la société veut comme éradiquer. Puis en même temps, si tu regardes juste le contexte avec la couverture vaccinale dans la COVID, où on a 2, 3, 4 doses, tu sais, puis il y a des pays qui n'en ont même pas eu un, puis en bout de Ah ligne, ouais. on pourrait leur envoyer, puis on se rend compte que les inégalités, on a comme c'est Romain 7, hein, le bien que je veux faire, je le fais pas, le mal que je Mhm. veux pas faire, je le fais. Qui me Mhm. délivrera? C'est quoi les solutions? Mais je pense que vraiment ça met au jour ce fait qu'on est centré sur nous-mêmes, mais aussi qu'il y a un individualisme. Et peut-être que ça peut être intéressant. Comment est-ce que ce spectrum individualiste versus communautaire, est-ce qu'il y a des choses Mhm. qui sont ressorties dans l'étude sur comment la génération Z, les 13-18, comment ils se voient? Parce ma génération, j'ai l'impression on est tellement centré sur nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'en est-il pour cette génération-là? Euh, je pense que ce qui ressort au niveau de l'étude qui nous aide à comprendre ça,
puis je pense qu'il rattache, comment je dirais, qu'il s'associe un petit peu à ce point-là, puis qui nous aide à réfléchir dans cette direction-là, c'est sont extrêmement relationnels. C'est une génération qui est très, très relationnelle, qui investit énormément, qui voit énormément de valeur aux amitiés, aux relations humaines, puis aussi dans le contexte de tout l'aspect de la valeur de l'harmonie, aussi le fait que c'est une génération qui a une maturité émotionnelle où la santé mentale est très importante, de partager ses émotions, de bien le dire, tu sais, d'être capable de dire « Hop, je file pas aujourd'hui » ou « J'ai besoin d'aide » ou tu sais, donc c'est beaucoup moins stigmatisé à ce niveau-là. Donc c'est une génération qui cherche à s'entraider, à vivre l'un pour l'autre. Donc, il y a tout l'aspect relationnel, communautaire ou d'entraide qui est très important, puis qui joue un rôle très important au niveau de leurs valeurs, mais aussi de leur quotidien. Et qui, comment je dirais, que c'est dans ce contexte-là qu'ils voient, comment je dirais, qu'ils veulent utiliser comme cadre d'évangélisation. Donc, l'évangélisation, ça ne fait pas avec une pancarte sur le coin de la rue avec des étrangers. Ça se fait avec en contexte de relations de confiance. Donc, tu sais, d'apprendre à se, tu sais, ils sont prêts à partager leur foi de façon pleine. Mais encore une fois, l'authenticité est importante. Je peux pas la partager si je vais être incompris, si je vais être mal compris, tout ça. Je vais la partager avec ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent, tu sais, qui me connaissent, qui connaissent mes valeurs, qui connaissent qui je suis, puis je vais la partager avec ces gens-là. Mais avec les étrangers, ça m'intéresse pas. Mais je vais être incompris, puis c'est pas productif, puis, tu sais, fait qu'il y a cet aspect-là. Une des choses que j'ai trouvé, j'ai été surpris un peu dans une des questions qui était dans l'étude, c'était est-ce que vous seriez à l'aise d'inviter quelqu'un, même ce soit dans un petit groupe versus même à l'église ou dans un grand rassemblement. Et il y avait la question qui était posée à la fois, je pense, aux jeunes chrétiens, puis à la fois aux non-chrétiens. Puis j'ai vraiment été surpris de cette réponse-là, de voir que ça semblait être beaucoup plus ouvert, autant chez le jeune qui est chrétien que non-chrétien, de dire « Hey, viens donc faire un tour. » Alors que c'est peut-être une cassette que l'on a, de dire « Ah, mais les gens sont pas intéressés à venir à quelque chose à l'église ou pas. » Donc, ça, je sais pas si ça t'a surpris toi aussi ou... Absolument. Voici qu'est-ce qu'on comprend de ça. Puis moi aussi, j'en ai discuté avec des responsables jeunesse, des ouvriers jeunesse, dans différents contextes. Puis le responsable aussi de tout ce qui est Alpha Jeune à l'échelle du Canada, Tim Gonzalez, on s'est vraiment penché, fait une réflexion profonde sur cet aspect-là, puis on a cherché à le comprendre, puis on a cherché à inviter les responsables jeunesse, les ouvriers jeunesse du pays vraiment à se pencher là-dessus, puis à dire « Qu'est-ce que ça vous dit, ça? C'est-tu vrai? C'est-tu quelque chose que vous vivez? » Puis voici qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, de façon majoritaire, c'est que les jeunes qui participent à nos programmes sont plus otages de nos programmes. Sont pas là, de façon, tu sais, nos groupes sont un peu plus petits, mais les jeunes sont là par choix. Ils veulent être là. Donc, s'ils s'engagent à quelque chose, s'ils veulent ils participent de façon volontaire à nos activités, à nos programmes, de façon régulière, s'ils veulent être là, ils n'ont aucun problème à inviter les gens à se dire « Ah ouais, c'est le fun, ça. Moi, je suis là. Viens. J'ai aucun problème. » Moi, tu sais, puis si tu veux, tu vas venir. Puis si tu veux pas, tu viendras pas. Puis c'est pas grave. Tu sais, je veux pas te convaincre de rien, tout ça. Moi, je suis à l'aise avec ce qu'on fait, qui on est, puis ce qui se vit ici de semaine après semaine. Si je l'étais pas, je resterais chez nous. Fait que, viens. Oui. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est très important, tu sais, je pense, de plus en plus, c'est ce qu'on voit, tu sais, puis c'est vrai qu'au contexte, au niveau du ministère auprès des jeunes, des programmes, que ce soit en église ou autre, tu sais, les activités hebdomadaires,
je pense qu'il y a certaines dynamiques qui se sont développées au niveau des années 90, des années 2000. Les parents allaient porter les enfants là. Embarque dans le char, là, tu t'en vas à jeunesse. Ouais, mais là, j'ai pas le goût. Ah, c'est plat. Embarque dans le char, tu t'en vas. Ah, OK. Là, on voit de moins en moins ça. Je pense que les attitudes des parents ont changé. Puis les jeunes qui sont là veulent être là, sont là plus par choix, donc sont plus libres d'inviter. Il y a moins de barrières. Tandis que dans le passé, c'était comme, écoute, moi, là, si j'avais le choix, je resterais chez nous. Fait que c'est pas vrai que j'invite mes chums. Là, fait qu'il y a cet aspect-là qui a changé un petit peu. La culture du ministère auprès des jeunes a changé un peu à cause que les parents, les valeurs des parents ont changé, puis les jeunes qui y sont, ils participent de façon différente. Donc, une fois qu'ils sont engagés, oui, absolument. T'inviterais-tu tes amis? Ben oui, je trouve ça le fun. Je suis là parce que j'aime ça. C'est intéressant. À l'église, on a donc notre groupe de jeunes fonctionne dans un mode missionnel, donc version petit groupe, beaucoup implication dans la communauté, etc. Puis on a quand même une des questions. Maintenant, on a fait un party de Noël, là, juste avant que la COVID arrête, arrête les choses de Noël. Ouais. Mais puis les jeunes demandent d'inviter, puis pose quand même la question, tu sais, ben, c'est quoi l'aspect religieux qui va être là, en voulant dire, c'est si j'invite mon ami. Et ça, c'est une autre réalité aussi, c'est que on a beaucoup quand même de nos jeunes qui sont pas convaincus, qui ont pas, tu sais, ils veulent être authentiques, mais authentiquement, ils vivent pas un christianisme parce qu'ils sont soit pas convaincus, soit ils regardent leurs parents, puis ça, c'est pas vrai, cette affaire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, mais je veux qu'elles viennent expérimenter la communauté, malgré tout, tu sais. Fait que dans le fond, le risque, le beau risque pour reprendre René Lévesque, mais le beau risque, c'est que je vais inviter la personne à venir expérimenter ce qu'on vit en tant que communauté, puis le plaisir qu'on a ensemble, en espérant peut-être qu'on va comme pas se rendre compte que je suis un chrétien, parce que je vais me faire poser des questions ou je vais me faire identifier à quelque chose. Fait qu'il y a un défi quand même intéressant à jongler à une génération qui veut, je pense que c'est un des défis de la génération Z actuellement, c'est toute la question de l'identité. Parce que l'identité, pour moi, c'est il faut que tu sois unique. Je pense qu'on voit avec tout le metaverse un peu cette idée. Tu peux être habillé comme tu veux, tu peux être représenté comme tu veux. Tu joues à Fortnite, à Roblox, tu peux être un avatar complètement différent de qui tu es dans la vie. Et c'est une expression valable de qui tu es. Mais tu dois être unique. Et même indépendant des pairs, une autre étude là, qu'on est en train de faire au niveau pan-canadien démontre que les parents poussent les enfants à essayer de se définir par eux-mêmes. Donc, on veut définir l'individu à part de sa famille, à part de ses pairs aussi, parce qu'il est comme, il faut que tu sois unique. Sauf que comment est-ce que tu veux être unique? La pression que tu subis, il faut que tu sois complètement unique, mais en même temps, tu veux être accepté des autres. Fait qu'écoute, c'est un dilemme impossible. Je pense qu'une grosse partie des problèmes d'anxiété qu'on voit, c'est lié à cette identité de dire, mais là, mes amis veulent voir une chose, mais en même temps, je dois être unique. Mais comment je vais faire, tu sais, puis fait que je pense que on les met dans un genre de situation impossible, puis ça fait monter encore plus l'anxiété. Puis je pense que c'est aussi pour ça que je parlais avec une psychologue au cégep qui me disait qu'elle n'avait jamais vu une anxiété comme ça dans une génération, puis elle, ça faisait longtemps qu'elle travaillait dans le contexte là, du cégep. Puis même au niveau des présentations orales, du stress de performance, parce que je pense que tout ça est lié. Tu sais, quand tu viens faire une présentation orale où tu affirmes quelque chose. Puis là, fait que tu te mets tu sais, tout le monde peut te juger ou tout le monde. Et là, je pense qu'il y a vraiment. Fait que pour moi, une des questions centrales, c'est la question d'identité. Je pense qu'il y a une piste avec comment l'Évangile répond à cette identité-là. Tu es un individu créé par Dieu, mais en même temps, tu es enfant de Dieu. J'aime beaucoup ce chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui résonne de dire, tu peux finalement être comme libre. Ouais, je sais qui je suis. Puis je vais être une version de ça. Je veux dire, je vais être ma version de Jésus. Je vais être à l'image de Jésus, mais je sais qui je suis, je sais que je suis aimé, je sais que et je peux librement être authentique. Ça, je pense que cette option-là, on doit incorporer. Je pense qu'il y a une clé ici dans la présentation de l'Évangile à la Gen Z, et peut-être potentiellement même pour le reste de la société. Là.
Oui, absolument. Puis je pense que c'est ça. Je pense que ça vient répondre un petit peu, si on veut, là, à comment, de façon pratique, est-ce qu'on peut outiller les jeunes à bien définir leur foi pour bien la partager de façon authentique. Euh, tu sais, le 16% qui se sent pas bien outillé, là, tu sais, qui a une identité en Christ, mais qui se dit, je sais pas comment m'y prendre, là, tu sais, non, je sais pas quoi faire, je sais pas comment ça se fait. Mais il y a cet aspect-là, tu sais, de bien définir toi-même ta propre foi, puis de laisser ton témoignage, la façon dont l'Évangile transforme tes désirs, tes passions, tout ça, tu sais, laisser ça, tu sais, allumer le mégaphone, si on veut, là, puis laisser ça parler, là, tu sais, laisser ça Hmm. avoir un impact et inspirer les gens qui t'entourent. Tu parles de 16%, selon l'étude, 16% des jeunes de la Gen Z ont eu une formation d'évangélisation. Grosso modo, un kid et demi sur 10. Est-ce que Ouais. ces chiffres-là, d'après toi, sont bien différents, même si on parlait des adultes aujourd'hui? Est-ce qu'on, même au niveau des adultes, est-ce que dans les églises, selon ce que tu perçois, est-ce que même nos adultes sont, ou de jeunes adultes sont outillés pour partager leur foi aujourd'hui? Euh, je te dirais que tu sais, je m'avance purement en spéculation, en pure spéculation, parce que je n'ai pas de données au niveau canadien. Le Euh, pifomètre. c'est ça, au pifomètre sensible. Je te dirais que les statistiques seraient, selon moi, ce serait très surprenant de voir ces statistiques-là changer de façon dramatique Hmm, si on s'adresse à la génération des milléniaux, la génération Z et autres. hmm, Je te dirais que ce n'est pas, c'est vraiment un aspect hmm, qu'on se doit, je pense, sur lequel on se doit de se pencher en tant que communauté de foi, en tant qu'Église, à tous les niveaux, pas juste au sein de la prochaine génération. Mais ce qui est intéressant, par exemple, comme je disais plus tôt, c'est qu'il y a une belle opportunité d'apprentissage, d'accompagnement intergénérationnel où on peut découvrir ça ensemble, que c'est un hmm, beau point commun, tu sais, où est-ce qu'on peut se former ensemble, puis laisser, tu sais, puis apprendre les uns des autres, puis se laisser inspirer en tant que génération un petit peu plus vieux par le ce désir-là d'avoir un impact, puis d'être bien compris, qui est tissé comme valeur vraiment centrale au sein de la génération Z, et puis d'investir, si on veut, d'être bon intendant de notre propre témoignage, de notre apprentissage dans cette génération-là qui hmm. est respectueuse, puis qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui veut, tu sais, je pense qu'on a tellement une belle opportunité d'apprendre ensemble, puis de vivre une croissance Hmm. spirituelle ensemble, euh, que je pense que c'est une belle piste de réflexion à étudier là, pour nous présentement, là, en tant Hmm. que responsable d'église. Oui, puis pour faire une blague, là, bon, ben, du moins, j'ai de la job. Je suis sûr d'avoir de la job pour longtemps. C'est un peu un de nos mandats ou un de mes mandats d'essayer de réfléchir, d'aider. On travaille sur les pourquoi de la foi, qui est justement, c'est un projet apologétique pour Gen Z. Même un peu plus Mhm. jeune, c'est 8, 13 d'un côté, puis 13, 17 de l'autre côté. Puis comment est-ce qu'on les aide justement à répondre aux questions Ouais. qu'ils ont, mais aussi répondre aux questions que les autres religions posent par rapport à leurs questions, comment les comprendre. Donc, fait qu'on est pas mal, on est pas mal là-dedans au jour avec ça, avec mon épouse. Wow. Mais c'est bon de savoir qu'il y a un marché, non? Ah, absolument, je pense absolument. Puis mais je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a, mais je pense aussi, c'est de démystifier ça puis de ne pas rendre ça comme étant, euh, je pense qu'un défi qu'on va avoir, c'est de communiquer ça pas comme étant, euh, de pas tremper ça dans la honte. Hmm, hmm, Tu comprends? hmm, Vous n'avez pas honte du hmm, fait que vous avez pas eu d'opportunité, puis vous avez pas, tu sais, de les libérer de ça, puis de dire, hey, tu sais, c'est pas par la honte qu'on veut que tu répondes à hmm, ça, c'est par le fait que c'est, tu sais, la bonne nouvelle, c'est encore la meilleure des nouvelles, puis on a une belle opportunité présentement hmm, où les gens sont ouverts à entreprendre ça de façon pleine, puis
tu sais, je pense, en tout cas, je pense qu'il y a il y a des façons très positives puis très inspirantes d'aborder ça, autre que, c'est ça, d'essayer de, de développer une espèce de sentiment de culpabilité là, au sein des communautés de croyants, peu importe la génération. Peut-être une dernière question sur sur l'étude. Puis après ça, Oui, on atterrira l'avion ensemble. Mais c'est bon. euh, est-ce que l'étude a démontré quelque chose sur le lien entre la relation et la vérité? Parce que c'est sûr que le concept veut pas, on affirme quand même que le christianisme est une vérité qui est exclusive jusqu'à un certain point. Si Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, mais c'est pas vrai qu'il l'est pas, qu'il est un sosie, qui est, etc., etc. Est-ce que, est-ce que quelque chose a, est-ce que l'étude a démontré quelque chose sur comment la patate chaude, tu sais, qu'il y a une vérité qui existe? Est-ce que l'étude a fait constat un peu de cet aspect-là? Euh, je pense que les constats, on en a déjà discuté, il y a tout l'aspect de l'harmonie qui est très, très importante au sein, c'est d'être bien compris. Ce que la génération Z veut voir, croire et vivre en ce qui concerne la vérité au centre de la foi, c'est que la, plus que jamais, je pense, ils voient que la foi est vraie si elle est authentique. La vérité ultime de je suis, c'est Jésus qui dit je suis la vérité et la voie, et la vie. Cette vérité-là, ils veulent la voir en action. Ils veulent voir ce qui est au cœur de ça, pas juste une proclamation. Ce qui croit en cette proclamation-là dans les Écritures du Seigneur, c'est une chose. Ils ont beaucoup plus tendance à y croire si ils voient ça en action appliquée à tous les aspects de la vie des croyants qui les entourent. S'ils voient ça de façon authentique, au cœur de toutes les décisions, de tous les aspects de la vie des croyants qui les entourent, ils disent oui. Donc, il y a cet aspect-là qui, je crois, puis ça touche beaucoup à ce qu'on a partagé plus tôt, c'est ce qu'ils veulent voir. C'est que, tu sais, ce sont très Thomas, là, tu sais, ils veulent mettre leur petit doigt dans le trou, tu sais, ils disent, ah, tu sais, c'est-tu vrai? Tu sais, est-ce que Jésus est qui il est? Tu sais, leur foi est vraiment ancrée dans l'expérience, puis dans dans l'impact que la foi a sur la justice, puis sur le, tu sais, ils veulent voir une foi qui a un impact bénéfique, positif sur la société. C'est que cette vérité-là, tu sais, que je suis la vérité, la voie et la vie, tu sais, elle va avoir un impact positif. Tu sais, Jésus lui-même, tu sais, fait une chose nouvelle. Ils veulent voir cette nouvelle chose-là. C'est de cette façon-là qu'ils sont en mesure de dire oui, c'est vrai, puis oui, je m'engage. Donc, je sais que c'est un défi, puis je sais que tu sais, on peut voir ça de deux façons. C'est soit on voit ça comme étant tu sais, c'est parce que veut pas, ça nous. Moi, quand j'entends ça, je me dis, aïe, aïe, faut vraiment que je sois bon intendant des opportunités que j'ai. Est-ce que ma foi est authentique? Avant d'inviter les gens de la prochaine génération à m'accompagner, est-ce que ma foi moi-même est authentique? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des aspects de ma vie dans lesquels il faut que, sur lesquels je dois continuer à me repentir, puis à inviter le Seigneur à transformer mes désirs, puis mes passions, mes valeurs, mes priorités, avant d'inviter la prochaine génération à m'accompagner. Je pense que c'est des pistes de réflexion qui sont importantes à avoir là, pour bien les aider à
c'est ça, à affirmer cette vérité-là. Mais encore une fois, pour bien la comprendre et la vivre eux-mêmes, pour bien la présenter par la suite de façon authentique. Dis-moi, on clôture le sujet de l'étude. Tu désires mettre ensemble un ensemble de gens pour offrir du coaching à des leaders de jeunes. J'ai vu ça passer avec Sergueï, avec plusieurs là, qui étaient là, un peu même dans le webinaire là, que vous avez fait sur l'étude. Parle-moi un peu de c'est quoi cette offre-là de coaching? C'est des leaders de jeunes qui nous écoutent, comment ils peuvent en faire partie ou donne-leur un peu le goût là, de dire moi j'aime ça, faire partie de ça. Ben oui, donc on a lancé une cohorte de coaching pour les responsables jeunesse en partenariat avec un organisme qui s'appelle Youth Workers Community, donc YWC, qui est un organisme pan-canadien qui avait un désir, dans le fond, qui ont une mission, une vision d'équiper, d'outiller les responsables jeunesse à l'échelle du pays, mais qui avait un désir vraiment de servir les ouvriers, les responsables jeunesse francophones ou de la francophonie, mais qui n'avaient pas été en mesure, vraiment de façon relationnelle et autres, d'offrir leur service, ce service de coaching-là, leur expertise, les outils aux responsables jeunesse francophones parce que, ben, c'est des Anglais, puis ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, puis ils comprennent pas qu'est-ce qu'on vit, puis, tu sais, il y a cet aspect-là, tu sais. Donc, il y avait un désir de servir les ouvriers jeunesse francophones, mais pas d'opportunité. Donc, depuis le lancement de la série Alpha Jeune, une belle opportunité que j'ai eue, je pense que la plus belle chose que j'ai vécue dans mon rôle au sein d'Alpha, ça a été du réseautage puis de l'accompagnement de responsables jeunesse dans tous les contextes de la francophonie avec ce bel outil-là qui est la série Alpha Jeune. Et on a réussi, par la grâce de Dieu, à faire du réseautage, à créer une belle relation de confiance avec les responsables jeunesse. Puis notre partenariat avec YWC qui se déroule très bien à l'extérieur des frontières du Québec, dans le reste du pays. Donc, j'ai approché l'organisme en disant, je pense qu'on est en mesure d'offrir une belle cohorte de coaching aux responsables jeunesse. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai invité des gens qui sont, selon moi, ont beaucoup à offrir à n'importe quel responsable jeunesse, peu importe ton contexte, que tu sois bénévole ou autre, à t'accompagner à développer, à t'aider à réfléchir, à développer des outils qui t'aident à toi, responsable jeunesse, à répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, là où il t'a appelé, avec les jeunes que tu as le privilège d'accompagner, peu importe la région, peu importe ton contexte d'église. Donc, c'est ce qu'on a développé. C'est un programme gratuit, des rencontres mensuelles où on aborde un sujet précis à chaque mois, où on développe et où on te donne des outils, on t'aide dans ta réflexion. Les collaborateurs, il y a Jenna Smith de Direction chrétienne et innovation jeune dans le temps, qui est une bonne amie à moi et qui est une personne merveilleuse. Tout le monde disait Jenna Smith, c'est une anglophone. C'est pas vrai pantoute. C'est une Québécoise. Bref, Rissy B, qui travaille au sein de l'Union baptiste, Sergueï Lee, qui est de l'association des Églises évangélistes baptistes du Québec, par Dominique Lerousset, qui œuvre dans un contexte catholique, qui est là aussi pour apprendre. Donc, il y a tout cet aspect-là écuménique là, qui est très intéressant, qui se développe dans ce contexte-là. Et on a des intervenants comme Jérémy Favreau de P2C qui nous aide beaucoup là, à développer certaines choses, qui nous aide avec son expertise à bien des niveaux. Samuel Plante de Ça me parle qui vient nous aider dans tout l'aspect d'évangélisation et autres. Moi-même qui est là. Donc, vraiment une belle brochette d'accompagnateurs robustes, une belle diversité à ce niveau-là. Si tu es intéressé au projet, tu veux participer aux prochaines rencontres, on en a une qui s'en vient mars, avril et mai, et ensuite on prend une pause pour l'été. Donc, il reste 3 rencontres. Si tu es intéressé, on mettra le lien pour t'inscrire et participer. C'est gratuit aux prochaines rencontres dans les notes du podcast.
Jean-Denis, ça a été vraiment le fun de te recevoir aujourd'hui. Encore une fois, il y a les notes en bas avec les notes du podcast. Il y a aussi, vous pouvez aller sur alphacanada.org où vous pouvez trouver aussi plus d'informations. Je te remercie énormément de ta présence. Ça a été un grand plaisir. Puis, à une charge de revanche. Pour nos auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Alors, bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.